Un lourd fardeau. 2 moines pèlerins arrivèrent un jour dans une ville où une femme attendait qu'on l'aide à descendre de sa chaise à porteur. La pluie avait laissé des flaques très profondes, et la femme ne pouvait les traverser sans salir sa robe. Elle était immobile, l'air impatient, très en colère, et grondait ses serviteurs. Ne sachant pas où poser les paquets qu'il portait pour elle, il ne pouvait l'aider à franchir les flaques. Le plus jeune moine remarqua la femme, ne dit rien, et poursuivit son chemin. Le plus vieux la souleva d'un seul geste, la jucha sur son dos, lui fit traverser l'eau et la déposa de l'autre côté. Après quoi, sans un mot de remerciement pour le vieux moine, la femme se contenta de le renvoyer, puis tourna les talons et continua de gronder ses serviteurs. Comme les 2 moines avaient repris leur marche, le plus jeune, l'air préoccupé, ruminait cette histoire. Au bout de plusieurs heures, incapable de garder le silence plus longtemps, il éclata. « Cette femme, tout à l'heure, a été très égoïste et grossière. Tu l'as prise sur tes épaules pour l'aider à traverser l'eau, et en retour, elle ne t'a même pas remercié. » Le vieux moine le regarda, sourit, puis lui répondit tout en continuant sa marche. « J'ai porté cette femme il y a des heures. Pourquoi toi continues-tu à la porter ainsi ?» L'amour des roses. Abou le nonchalant, parfois à l'heure de la sieste, parfois à la tombée du jour, disait à l'un de ses disciples « Va donc méditer au jardin. » Et il ajoutait à mi-voix, l'œil embrumé dans un soupir « J'aime les roses, et toi mon fils ?» Chaque fois il faisait ainsi. Même regard errant parmi les fronts penchés, puis même geste, même mot. Celui qu'il avait désigné s'inclinait et trottait dehors, disparaissait parmi les fleurs, revenait avec une rose qu'il déposait au pied d'Abou. Alors le vieux la ramassait, il la posait contre sa bouche, il lui murmurait tendrement « Pardonne-le, il ne sait pas. » Puis il demeurait silencieux jusqu'au matin du jour suivant. À ce qu'on dit, cela dura jusqu'à la venue d'un jeune homme qui voulait apprendre d'Abou l'art de composer des parfums. Il s'appelait Farid Attar. Il fut plus tard l'un des plus grands des poètes de ce bas monde, mais, à vrai dire, en ce temps-là, il n'avait rien d'un étudiant. Il ne savait même pas lire. Le vieil homme l'admit pourtant à s'asseoir parmi ses disciples. Vint le jour où sur lui tombèrent les mots 1000 fois entendus. Va donc méditer au jardin. Et tous pensèrent sans le dire, avant qu'il ne soit prononcé, le bout de phrase coutumier. J'aime les roses, et toi mon fils. Le jeune homme sortit et ne reparut pas de la demi-journée. Quand il revint enfin, il était presque nu et ses mains étaient vides. Il tomba à genoux devant Abou. « Veuillez, dit-il, me pardonner. J'ai voulu dans la roseraie emplir mon habit de pétales pour les déposer à vos pieds. Mais leur parfum et leur beauté m'ont tant et si bien enivré que je leur ai offert ma robe, faute d'avoir plus à donner. » Abou le releva. Ses yeux riaient, emplis de larmes. Il l'étreignit infiniment. La jarre fendue. Un pauvre homme, tous les matins, allait remplir à la rivière 2 grosses jarres qu'il portait au debout d'un bâton de fer posé au travers de sa nuque. Celle de droite était parfaite, joufflue, luisante, fière d'elle. Celle de gauche était fêlée. Elle perdait son eau en chemin,
et donc elle s'estimait mauvaise. Elle en souffrait. Elle avait honte, tellement honte qu'un beau jour elle osa dire, tout en pleurs, « Pardonne-moi, pauvre porteur. » « Te pardonner ?» répondit l'homme. « Pourquoi donc? Qu'as-tu fait de mal ?» « Allons, tu sais bien, chaque jour tu nous emplis d'eau à ras-bord, tu t'échines, tu t'exténues à nous porter à la maison, et quand enfin nous arrivons, ma compagne a fait son devoir, elle a la conscience tranquille. Moi non, je sens qu'elle me méprise. J'aimerais être comme elle, mais vois, je suis vide à moitié, et tu dois m'en vouloir beaucoup. » « Oh non, au contraire, dit l'homme. Regarde le bord du chemin de ton côté. Que vois-tu ? » Des fleurs partout, elles sont superbes. L'eau que tu perds, Jarfendu, les arrose tous les matins. Tous les matins, elles te bénissent, et moi je te bénis aussi, car chaque jour je peux offrir un beau bouquet à mon épouse. Tu fais la joie de ma maison, regarde de l'autre côté. Ta compagne, certes, est parfaite, mais que vois-tu ? Cailloux et poussière. Chacun fait selon sa nature, ne change rien, ma bonne amie. Et ne regrette pas tes failles, vois comme elles nourrissent la vie. La peur ou la vie. Un dimanche où il fait beau partout, tant au ciel que parmi les herbes, un homme, une femme et leur fils vont ensemble pêcher la truite, dans le torrent au bas du pré. L'enfant gambade, insouciant. Sa mère inquiète s'égosille. « Mon Dieu, ce gamin comme il court! Il est tout en sueur! Misère, passez vite, tu vas tomber! Prends garde aux abeilles, aux cailloux, il y a des vipères dessous! » Elle aime trop. Elle aime mal. Son cœur est tout à son garçon comme la cage à son oiseau. Les voilà au bord de l'eau vive. « Sois prudent, tu te penches trop! Tu vas glisser! Viens près de moi, là, tout près, et ne bouge plus! » Elle est tranquille, pas longtemps. Un moustique bientôt se pose au bord des lèvres de l'enfant. « Il ose, ce venimeux, ce porteur de maladies graves !» Une gifle affolée l'écrase. Le coup expédie aussi l'enfant dans les tourbillons du torrent. Son père, in extremis, le sauve. Je l'ai décidé, c'est ainsi. Mais le conte, plus rude que moi, dit que le garçon s'y noya. Façon d'affirmer sans détour que le pire poison qui soit, tant pour soi que pour ceux qu'on aime, est cette sorte de peur bleue qui fait voir des diables partout. Lumière. On raconte qu'une princesse avait juré de n'épouser qu'un homme entre tous, poétique, surprenant, imaginatif. Elle fit donc publier partout que seul partagerait son lit, celui qui se rendrait capable de remplir sa chambre en un seul jour, du parquet au coin du plafond et d'un mur à celui d'en face, de la remplir de ce qu'on voudrait pourvu que rien n'y reste vide. Les prétendants s'en vinrent donc avec des charretées de paille, des ballots de sable, de plumes, de chiffon ou de confettis. Ils entassèrent, accumulèrent et s'échinèrent jusqu'au soir. Aucun ne put combler l'espace à ras-bord comme il le fallait. Vint enfin un matin un jeune homme frisé, insouciant, simple d'allure, sans rien d'autre que son bon air. Il passa la moitié du jour à faire la conversation à la princesse, à ses servantes. L'après-midi, il fit la sieste, affalé sur le canapé, puis il se fit servir le thé. Enfin, comme le soir venait, il ouvrit posément son sac, en sortit un vieux chandelier cabossé, en cuivre terne, planta dedans une bougie, battit son briquet, l'alluma, et la lumière fut partout,
jusqu'aux 4 coins de la salle. La plupart des conteurs finissent là l'histoire. Il arrive pourtant qu'elle soit poussée plus loin. Il paraît qu'au soir de la noce, la princesse dit au garçon : « Tu n'as pas vraiment satisfait à mon exigence première. Il est dans mon appartement un lieu demeuré dans le noir. » « Lequel ? demanda le jeune homme. « Le cercle sous le chandelier, à l'endroit où tu l'as posé. »« Et pourquoi n'en as-tu rien dit ? » ?»« Parce que je suis, dit la princesse, toute semblable à cette chambre que tu as remplie de lumière. Je garde et je garderai toujours comme elle une part de ténèbres, de mystérieuse obscurité où personne jamais ne pourra pénétrer. Calamité, bénédiction. C'est l'histoire d'un paysan. Peu d'habitants dans son village. Terre patiente, chemin lent, saison fidèle, la vie suit son cours. Il revient un jour de la foire avec une jeune jument. Robe luisante, jarret dur, les voisins lui flattent la croupe. « Superbe bête, disent-ils. Chère ? » ?»« Oui, répond l'homme, je n'ai plus un sou. » Il en rit. Il la conduit à l'écurie. Le lendemain, portail béant, licou rompu, litière éparse, plus de juments. Elle s'est enfuie. Les voisins viennent, s'apitoient. « Pauvre vieux, quel manque de chance. Te voilà sans rien maintenant. Les temps sont durs, que vas-tu faire ? » L'autre répond : « Vivre, espérer. Mon ciel est éclair, il se couvre. D'un malheur parfois naît un bien. » Passe un printemps. Un beau matin, la jument revient à la ferme. Elle n'est pas seule. À son côté, un fringant étalon sauvage caracole, crinière au vent. Les voisins accourent, s'exclament. « As-tu vu, l'ami ? Quelle aubaine ! Ta bonne étoile, sûrement. Tu es né coiffé. » « Mon ciel était gris, il s'éclaire, voilà tout, » dit le paysan. Son fils bientôt se met en tête de dresser le nouveau cheval. Il le monte, il est jeté bas. On accourt, il geint, on s'affaire. Qu'a-t-il donc ? La jambe cassée. Jérémiade du voisinage. Calamité, bénédiction, dit le père, comment savoir ? Ces grands mots-là ne sont que brume qu'un vent prochain dispersera. Après 3 jours, des soldats viennent. Ils poussent les portes à grand bruit. Les barbares sont aux frontières, aux armes, les hommes au combat. Le blessé claudique, on le laisse. On le regarde avec envie. La guerre est la pire des misères. Garde nos femmes, nos amis. Les jeunes gens s'en vont en troupe. Ils s'éloignent sur la grande route. Le paysan dit à son fils : « Béni soit cette belle bête qui t'a joliment démoli. Rentrons, la soupe refroidie. » Nasreddin et son manteau. Un soir que Nasreddin revenait de son travail dans les champs, avec des vêtements sales et crottés, il entendit chanter et rire et il comprit qu'il y avait une fête dans les environs. Nasreddin poussa donc la porte de la maison et sourit de bonheur. Une bonne odeur de couscous dégageait de la cuisine. Mais il ne put aller plus loin.
Il était tellement mal habillé qu'on le chassa sans ménagement. Il courut alors jusqu'à sa maison, mit son plus beau manteau et revint à la fête. Cette fois, on l'accueillit. On l'installa confortablement et on posa devant lui à manger et à boire. Nasreddin prit alors du couscous, de la sauce et du vin, et commença à les verser sur son manteau. Et il disait « Mange mon manteau, bois mon manteau. » L'homme assis à son côté lui dit « Que fais-tu, malheureux? Es-tu devenu fou ?» « Non, l'ami, lui répondit Nasreddin. En vérité, moi je ne suis pas invité. C'est mon manteau qui est invité. »